Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale organisée par Grand Journal International, en partenariat avec Mosaïque Télévision aux États-Unis et Inews 24 à Melbourne, en Australie. Grand Journal, comme vous le savez, c'est un média francophone international édité simultanément en Australie et à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour la première fois sur ces plateaux internationaux M. Jean-Pierre Wafana, qui est directeur de la communication du président de la République démocratique du Congo, qui nous fait l'honneur de commencer, je pense, des sorties médiatiques avec la diaspora de la RDC, qui joue un rôle très important sur le plan économique, mais aussi sur le plan de l'avancement démocratique, et la diaspora qui a décidé d'accompagner les processus des changements, des alternances qui a eu lieu en janvier 2019. Monsieur Jean-Pierre Wafana, directeur de communication du chef de l'État de la République démocratique du Congo, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour à vous tous et merci de l'invitation. Alors, je ne suis pas seul pour vous interviewer cet après-midi. Je suis avec Honoré Kabongo de Mosaïque Télévision qui est aux États-Unis. Honoré, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tout le monde et surtout bonjour à monsieur Jean-Pierre Wafana qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et merci d'être là. Et Honoré, il est très tard hein, aux États-Unis. Il est quelle heure là? Ici, il est pratiquement à 5 heures, donc 6 heures moins 7 minutes. Merci beaucoup, Honoré, pour ton temps, pour ta disponibilité. Chaque fois que nous avons besoin de toi, tu ne lésines pas sur les moyens, encore moins sur le sommeil. Alors, Denis Kayenge, Inews 24. Denis, bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue à tout le monde et bonjour à monsieur le directeur de communication du chef de l'État, monsieur Jean-Pierre Wafana. Merci de cet honneur et nous sommes honorés pour dire, parce que là c'est la parole du chef de l'État qui nous a dit à travers cette émission. Merci à Inews 24 et merci aussi à Grand Journal. Merci. Alors, nous commençons avec la première question à partir de Melbourne en Australie et la deuxième question, nous irons aux États-Unis avant de revenir en Australie. Alors, monsieur Jean-Pierre Wafana, la communication du président de la République depuis son avènement à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo a toujours fait l'objet de critiques acerbes. Est-ce que c'est pour corriger ces lacunes que vous avez décidé aujourd'hui de prendre la parole? Merci pour la question. D'emblée, j'aimerais d'abord dire que lorsqu'on parle de la communication du chef de l'État, on voit tout de suite la question de son image. Et donc, la gestion de cette image tient compte de la vision même du président de la République quant à la façon dont il devrait parvenir à gérer le pays et répondre aux désidératas de la population. Bon, maintenant, en tant que service personnel du chef de l'État, nous devrions tous intérioriser cette vision en vue de la matérialiser. Il peut naturellement se poser des problèmes au niveau de la méthodologie, la façon dont en fait, on devrait parvenir à cet objectif. Donc, il est normal que dans une gestion, on va dire, tricéphale, il y ait différentes façons de voir les choses. Et donc, vu de l'extérieur, on peut effectivement estimer qu'il peut y avoir un dysfonctionnement, mais cela est tout à fait normal à l'interne que chaque fois que nous posons des gestes en tant que vitrine de la présidence, nous puissions nous assurer que ceux qui sont amenés à consommer
le travail que nous abattons puisse être satisfait. Et donc, c'est un travail qui a été fait à la base. Et aujourd'hui, compte tenu des critiques des uns et des autres, je pense qu'il fallait se mettre au pas, de façon que la population qui attend de nous énormément puisse être satisfaite quant à la façon de gérer l'image du chef de l'État. Et donc, c'est pour aussi dire que nous sommes ouverts aux critiques, nous sommes donc prêts à nous corriger s'il y a lieu. Et donc, puisque tout cela est fait pour, en fait, répondre à des objectifs évidents, donc par rapport à la gestion de l'image du chef de l'État. Maintenant, par rapport à la presse, c'est tout à fait évident que voilà, un service comme le nôtre n'est pas collaborer avec les médias, parce que en fait, si nous ne le faisons pas, nous n'atteignons pas nos objectifs. Et donc, c'est tout à fait naturel que aujourd'hui, vous sentiez effectivement que voilà, on est tout à fait disposé à collaborer étroitement avec les différents médias qui nous aideront à voilà, présenter comme il se doit l'image du chef de l'État. Alors aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de les consultations nationales initiées par le président de la République afin d'aboutir à l'union sacrée de la nation et sortir la République démocratique du Congo de la situation dans laquelle elle patauge actuellement. Alors, messieurs les directeurs, j'espère que vous allez nous promettre que vous allez répondre à nos questions sans langue de bois. Est-ce que vous pouvez prendre cet engagement? Je suis à votre disposition. Alors, la première question, le président de la République consulte toutes les couches vives de la nation, comme il l'a dit lui-même, et il est en train de le faire. On assiste à une bousculade au portillon, au palais de la nation. Est-ce que le chef de l'État va-t-il consulter la diaspora? Vous le dites vous-même, il y a bousculade au portillon du palais de la nation. Cela traduit évidemment un engouement par rapport à l'appel du chef de l'État qui consiste, n'est-ce pas, à mettre en place une union sacrée de la nation. Et lorsqu'on parle union sacrée de la nation, on ne devrait pas oublier une seule couche de la population congolaise. Et moi, je me dis que la diaspora a toute sa place donc, dans ces consultations. Pour tout vous dire, je pense que la commission, en ce moment-ci, y travaille parce qu'il y a eu des demandes fermes en provenance de l'extérieur, donc des compatriotes qui peuvent apporter leur pierre à l'édification de cette nation et répondre favorablement, en tout premier lieu, à l'appel du chef de l'État. Donc, dans les tout prochains jours, on espère que nos compatriotes, parmi lesquels vous comptez, vont, n'est-ce pas, représenter valablement la diaspora à ces consultations. On va aux États-Unis. Honoré Kabongo, pour ta question. Oui, merci beaucoup. Je remercie encore une fois M. Jean-Pierre, qui est le directeur de communication du chef de l'État de la RDC. Encore une fois, M. Jean-Pierre, merci pour nous avoir fait cet honneur de pouvoir répondre à nos questions. Alors, ma question est la suivante. D'après tout ce qui est en train de se voir et d'après les détracteurs du président de la République, certaines personnes pensent que le chef de l'État est lui-même le problème et il est à la recherche d'une solution. Et les gens se disent comment il peut être lui-même le problème et en même temps juge et parti. Est-ce que vous avez une réponse à donner à ces personnes qui disent exactement de la même manière par rapport à cette question?
On ne peut pas faire une telle affirmation. Vous vous rappellerez que lorsque le chef de l'État a pris les rênes de ces pays, donc à l'avènement de son pouvoir, il a en toute liberté mis en place une coalition avec nos amis des FCC en vue de gouverner le pays. Et sur cette base, je pense qu'il y avait des objectifs à atteindre, notamment dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'économie, dans le domaine des droits et libertés de la personne. Vous constaterez que il y a 2 ans passés, et quand vous regardez également, si vous avez suivi le dernier discours du chef de l'État, vous aurez remarqué qu'il a fait un certain nombre de constats, et donc qui se résument en un blocage tous azimuts de la part de ses partenaires politiques de FCC qui n'entendent pas faciliter la tâche pour atteindre les objectifs qui s'étaient définis dans le cadre de l'accord de gouvernement, dans le cadre de l'accord de coalition. Et donc, aujourd'hui, même quand on parle de la crise de façon globale, on a tendance à oublier que le chef de l'État a fourni énormément d'efforts, notamment dans les cadres de l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, personne ne peut nier les efforts qui ont été entrepris dans ce cadre-là. On ne peut pas nier non plus les efforts qui ont été fournis dans les cadres de la liberté d'expression. Aujourd'hui, quand on voit des opposants s'exprimer librement, ce qui n'était pas le cas les 18 dernières années, que nous avons vécu avec l'ancien régime, il n'en demeure pas moins qu'effectivement, il y a un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population s'attend à ce que, voilà, on puisse répondre à ces aspirations donc, profondes qui sont, voilà, notamment vivre dans la paix, manger à sa faim, recevoir régulièrement son salaire. Et donc, tout ça, ce sont des préoccupations de la population. Mais comment y parvenir lorsque, dans un gouvernement, alors il y a des gens qui ne veulent pas, justement, répondre à ces besoins primaires de la population. Et quand je parle des gens, il s'agit bien, et bel et bien ici, des partenaires de FCC qui n'entendent pas voilà, faciliter, comme je l'ai dit tantôt, la tâche du chef de l'État. On ne peut pas dire que le chef de l'État est lui-même un problème, justement, à la solution qui est envisagée par rapport au processus qui a été engagé donc, dans le cadre de l'appel qu'il a lancé au FCC. On parle de crise, mais il faut se poser la question, mais qui est à la base de cette crise-là? Naturellement, on voit bien ce qui s'est passé, notamment au niveau des nominations des responsables des entreprises, du portefeuille de l'État. On a vu qu'il y a eu blocage par rapport à la nomination des hauts cadres de l'armée nationale. On a vu récemment des blocages ou des tentatives de blocage au niveau de la nomination de 2 juges de la Cour constitutionnelle. Tout ça, ce sont des signes évidents qui démontrent que, en dépit du fait que les 2 familles politiques se sont mises d'accord, en dépit de l'accord politique qui est destiné à pouvoir gouverner le pays par les 2 familles politiques, donc on se rend compte qu'il y a une volonté farouche dans un des camps de pouvoir mettre les pots de banane, mettre des crocs en jambes pour que le chef de l'État ne puisse pas réussir son mandat. D'où, évidemment, son appel lors de son dernier discours pour dire
s'il en est ainsi, je pense qu'il va falloir s'arrêter et puis réfléchir avec ceux qui pensent pouvoir l'accompagner, mais dans une autre dimension, dans d'autres perspectives, pour pouvoir, n'est-ce pas, aller de l'avant, d'où cet appel à l'union sacrée de la nation. Maintenant, on voit qu'il y a un certain engouement des personnalités importantes de ces pays, que ce soit au niveau politique, au niveau de la société civile. On voit différentes personnalités qui défilent au Palais de la Nation, et cela démontre à suffisance qu'il y a cette volonté affichée. Il y a une adhésion, au-delà de l'adhésion populaire, il y a une adhésion politique aujourd'hui à l'appel du chef de l'État. Denis Kayenge, News 24, votre question? Merci Eric. Merci encore une fois à M. Jean-Pierre Wafana pour avoir accepté de répondre à nos questions. Monsieur le directeur, dans son discours du 23 octobre, parlant du blocage, bien sûr, le président de la République a reconnu le blocage orchestré à son action par le camp Kabila. Pourtant, le statut du sénateur à vie accordé à ces derniers en tant qu'ancien président l'a été en contrepartie de droits, de réserves et retrait de la politique active. Donc, elle estime qu'en laissant l'ancien président exercer quasi-totalité du pouvoir, le chef de l'État a failli à ses prérogatives en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Que répondez-vous? D'abord, je m'inscris en faux par rapport à cette version selon laquelle le sénateur à vie serait le détenteur des effectifs de pouvoir. Cela est totalement faux. Il faut comprendre que dans les deux familles politiques, il y a qu'on a convenu d'appeler ici les autorités morales. D'un côté, il y a Kabila au niveau des FCC, et de l'autre, il y a le président de la République qui représente le cash. Chaque fois qu'il y a des brise-billes au niveau de ces deux familles politiques, il est tout à fait normal que ces deux personnalités se rencontrent. Cela ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a crise, ou chaque fois que dans l'autre camp, on a démontré une mauvaise volonté par rapport à une question ou une autre, le chef de l'État va faire les salam alek auprès de son prédécesseur. Ce n'est absolument pas le cas. Je pense que la coalition qui est aujourd'hui qui pose problème a été mise en place justement pour éviter qu'il y ait des problèmes et que justement au cas où il y a des soupçons de problèmes ou des difficultés, que la table de concertation qui a été mise en place par les deux familles politiques puisse les résoudre. Et c'est la raison pour laquelle justement cette table de concertation a été créée, n'est-ce pas, pour résoudre les questions qui fâchent. Alors, on ne peut pas aujourd'hui affirmer que c'est le président Kabila ou c'est parce que le chef de l'État va voir ou rencontrer M. Kabila qu'il est subordonné à l'autorité de M. Kabila. Il n'en est rien. Si c'en était le cas, aujourd'hui, on fit cet appel à l'union sacrée de la nation. Je ne pense pas que le président de la République est d'abord allé s'enquérir justement auprès de M. Kabila la possibilité de pouvoir lancer cet appel. Je pense qu'en toute indépendance, en garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, il a pris ses responsabilités et il a appelé ses compatriotes à pouvoir réfléchir sur la nouvelle façon de pouvoir gérer le pays, de pouvoir faire avancer les problèmes qui se posent
au pays et apporter des solutions qui s'imposent pour répondre aux besoins de la population. Je ne crois pas un seul instant que le chef de l'État l'a fait pour, évidemment, disons, je ne pense pas que le chef de l'État a oublié qu'il est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il détient toutes ses prérogatives et c'est en fonction de cela qu'il a voulu mettre un terme justement à cette crise qui profile à l'horizon, qui pourrait bloquer définitivement les institutions. Et donc, que l'opinion nationale et internationale se détrompe. Il n'y a qu'un seul chef d'État dans ce pays et c'est lui qui tient les bâtons, même si par rapport à l'accord de coalition, il y a eu des blocages qui l'empêchent d'avoir des coups de franche et de répondre aux desiderata de la population. Monsieur le directeur, en fait, j'aimerais un peu faire une petite relance sur la question de Denis. Parce que le statut du sénateur à vie est assorti de beaucoup d'avantages, que ce soit sur les plans financiers, matériels, la protection des immunités. Et la plupart des Congolais estiment que le sait encore l'ancien président contrôler une partie énorme de pouvoir, notamment tout le Parlement, la territoriale, avec tous ces avantages que le statut d'ancien chef d'État et de sénateur à vie lui confère. Beaucoup de Congolais estiment que ce n'est pas juste, ce n'est pas de l'équité. Donc, on a un problème de son. Technique, on a un problème. Kinshasa me signale qu'on a un problème de son. Ça doit être... je pense que ça doit être un problème. Ça doit être un problème de Kinshasa. Tous les micros sont ouverts. OK. Est-ce que vérifie, est-ce que Kinshasa, vous nous suivez bien maintenant, de nouveau? Non. On a un problème de... Honoré, essaye de poser la question. Essaye de parler, de parler avec Kinshasa, vérifier ce qui te suit. Est-ce que M. Jean-Pierre, vous m'entendez? Non. Mais tout le monde quand même m'entend. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Il essaye de vérifier si Kinshasa te suit. Ça va maintenant. Oui, ça doit être un problème de réseau. Eric, c'est toi qui as la parole. OK. Monsieur Jean-Pierre Wafouana, directeur de cabinet, directeur de communication du président de la République. Pour ceux qui nous prennent en cours de cette émission, nous fait l'honneur d'être notre invité spécial aujourd'hui. Nous parlons essentiellement des sujets liés aux consultations initiées par le président de la République démocratique du Congo. Pas de retour de son, s'il vous plaît. Le son. Pas de son. Pas de son avec Mais est-ce que M. Jean-Pierre, vous ne nous entendez pas? Non. Pas de son avec. Alors, Honoré, est-ce que c'est possible que nous puissions l'interviewer par WhatsApp, par appel WhatsApp? Tu affiches sa photo, c'est possible? Oui, c'est possible. Pour que nous puissions continuer l'émission. C'est possible. Attends, J'appelle Kinshasa. J'appelle Kinshasa. Kinshasa. Et puis, on passe en mode photo. Ça s'appelle. Allô? Oui, Francis. OK, Francis, tu peux me passer le directeur? Ah oui. Tu peux me les passer. Non. Oui, mais là, vous m'entendez. Je pense qu'on va continuer au téléphone. Oui, on va utiliser le son du téléphone, de WhatsApp, et puis l'image peut rester. On parle au téléphone. C'est bon?
Ah, ok, comme ça, moi, j'ai fait le principe, on continue. Mais vous, là-bas? Nous, on t'entend très bien. Monsieur Jean-Pierre, on continue par téléphone. On utilise le son du téléphone et l'image de l'écran. D'accord. On aurait, c'est bon? Oui, ça va. Ça va. Ok, ça va, je vous entends. Ok, mais là, moi, je vais diminuer mon son ici, je crois. On aurait fait ça, non? Oui. Ok, non, je dois diminuer. Est-ce que vous me suivez? Tout le monde me suit très bien? Oui, sans problème. Est-ce que tout le monde me suit? Moi, je te suis, oui. Là, c'est sur... Peut-être Pierre. Oui, là, non, vous restez, Honoré et Denis, vous restez sur le plateau normal. Kinshasa, on passe avec Kinshasa en mode téléphone. Honoré, je ne sais pas comment on va gérer ça. Non, c'est bon, c'est bon. Dès qu'il prend la parole, lui est toujours là, il parle, on le voit, et puis on peut toujours continuer. Oui, mais comment vous allez faire comment vous allez faire pour continuer à lui poser des questions? Oui, on va toujours, comme il nous écoute maintenant sur téléphone, ça va aller, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Ok. Alors, M. Jean-Pierre, je disais que j'ai essayé de rebondir sur la question de Denis en disant que beaucoup de Congolais estiment que le statut du sénateur à vie est assorti de beaucoup d'avantages financiers, matériels, sociaux, la sécurité, même les humanités. Et beaucoup de compatriotes pensent que ce n'est pas normal, ce n'est pas équitable que l'ancien chef de l'État qui bénéficie de tous ces avantages continue à contrôler une partie du pouvoir. Notamment, il contrôle tout le Parlement, les deux chambres du Parlement, il continue la territoriale, les assemblées provinciales, tous les exécutifs provinciaux et des entreprises du portefeuille de l'État, alors que dans l'esprit du législateur, en faisant la loi sur le statut de l'ancien chef de l'État, l'objectif du législateur était d'inciter l'ancien président ou le président d'alors de quitter le pouvoir et d'observer le devoir des réserves. Ainsi que beaucoup de compatriotes estiment que le chef de l'État aurait expliqué à son prédécesseur d'observer le devoir des réserves et de se retirer de la politique active. C'est un peu l'essence de la question de Denis. Je voulais un peu insister là-dessus. Bien évidemment que je suis tout à fait d'accord avec vous quant aux avantages exorbitants qui ont été accordés aux prédécesseurs du chef de l'État. Mais il faut comprendre que tout ça a été boutiqué avant même son accession au pouvoir. Aujourd'hui, on fait face à un certain nombre de blocages qui sont l'œuvre de la personne que vous citez, donc les sénateurs à vie, ainsi que sa famille politique. D'où justement l'appel que le chef de l'État vient de lancer, celle de l'union sacrée de la nation, parce que on a constaté que chaque fois qu'il y a de la part du chef de l'État de pouvoir avancer avec les promesses qu'il avait faites en campagne et dans son programme politique par rapport à sa vision, eh bien, chaque fois, il y a comme un blocage. Et lorsqu'il y a des rencontres comme ça au sommet entre les deux responsables politiques, parce qu'il faut quand même reconnaître que cet homme est resté 18 ans au pouvoir et qu'il a eu le temps de construire une toile et un empire financier. Et donc, il fallait, à tout le moins politiquement, composer avec lui. C'est ça même le sens de l'accord de coalition. Et donc, par rapport à ça, donc, il y avait un certain nombre d'objectifs à atteindre, notamment soulager
voilà, les difficultés rencontrées par la population. On parle ici de l'économie, on parle du social, mais on parle aussi d'autres questions qui concernent la sécurité, l'intégrité du territoire et toutes ces choses-là. Et donc, il fallait composer avec celui qui a dirigé le pays pendant 18 ans, qui a eu le temps former des officiers supérieurs dans l'armée nationale, des maîtres, des personnes dans les entreprises publiques. Et voilà, donc il faut justement non pas faire allégeance, mais plutôt composer. Et c'est ça, je le répète, l'essence de l'accord de coalition. Maintenant, aujourd'hui, on fait face à un blocage. Et donc, le chef de l'État, en tant que garant de la nation, du bon fonctionnement des institutions de la République, a pris ses responsabilités et a fait un appel à l'union sacrée de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que aujourd'hui les FCC est écarté des consultations qui sont en cours. Les FCC est composé de compatriotes qui sont bien sûr affiliés à la philosophie et à la politique de M. Kabila, mais en même temps, dans cette famille politique, on retrouve des gens qui sont des patriotes qui peuvent répondre à l'appel du chef de l'État, de constituer l'union sacrée de la nation. Et quand vous regardez les personnalités qui aujourd'hui défilent au palais de la nation, vous allez constater qu'il y a des députés, qu'il y a même des ministres qui sont étiquetés PPRD, qui sont étiquetés FCC, qui répondent favorablement à l'appel. L'objectif poursuivi, c'est lequel? Évidemment, on ne va pas s'en cacher, c'est de reconstituer, reconfigurer la majorité au niveau du Parlement. D'aucuns me poseraient la question, bien évidemment que c'est possible. Sinon, le chef de l'État ne serait pas lancé comme ça dans un vide tout en sachant qu'il allait tomber tout en bas de la montagne. Donc, aujourd'hui, on s'est dit qu'il y a certainement des compatriotes qui vont répondre favorablement à cet appel-là. Et on les vit à chaque jour, des gens qui traversent la rue pour venir répondre à l'appel du chef de l'État alors qu'ils appartiennent au FCC. Et donc, la reconfiguration de la majorité est possible. Les gens peuvent reprendre leur indépendance, ils peuvent, soit-ils députés ou sénateurs, prendre leur liberté et venir, disons, mettre en avant un élan patriotique pour pouvoir justement répondre non seulement à l'appel du chef de l'État, mais aussi voilà, essayer de compatir avec la population de ces consultations. Et donc, on espère que cet appel va ratisser large au niveau des autres règlements politiques qui vont devoir, n'est-ce pas, répondre à cet appel de l'union sacrée de la nation. Ah, ça revient. Décidément, la technique nous pose des petits soucis. Oui, monsieur le directeur, vous pouvez continuer. C'est revenu, la connexion est revenue. Monsieur Jean-Pierre, vous pouvez continuer. Nous sommes de nouveau reconnectés. Oui, je disais par rapport à la question qu'on va poser, aujourd'hui, on observe un tel engouement au Palais de la Nation, même de la part de ceux qui ne font pas partie de la famille politique du chef de l'État, et ceux qui proviennent des PPRD et des FCC. Je peux vous citer des noms. On a vu récemment le député Jean-Pierre Lola Sanga, on a vu Jean-Pierre Liaou, on a vu Bati Kwebou, on a vu récemment un autre député
puis sur Mouabidou, qui se sont présentés au palais, qui ont répondu favorablement à la chef de l'État. Donc, c'est pour dire que même dans la famille politique de M. Kabila, il y a des patriotes qui comprennent qu'il est important aujourd'hui de répondre à l'appel du chef de l'État parce qu'il y a péril en la demeure. Et ce qu'ils voient ici, c'est l'intérêt de la population et non pas l'intérêt d'un groupe d'individus. Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre le sens de l'appel du chef de l'État, c'est lui de constituer une union sacrée de la nation. Alors, monsieur Jean-Pierre... Avant de repartir monsieur Jean-Pierre... Avant de repartir aux États-Unis... oui, monsieur... Oui, monsieur Eric, vas-y, je t'écoute. On s'entend. Honoré, tu me suis? Oui, très bien, 5 sur 5. Honoré? Je t'écoute 5 sur 5. 5 sur 5. D'accord. Je disais qu'avant de repartir aux États-Unis pour donner à Honoré l'occasion de poser sa question, j'aimerais inviter Sylvie Moussambi du Grand Journal à poser sa question à monsieur le directeur de communication du chef de l'État. Sylvie, ta question. Merci, monsieur Jean-Pierre. Ma question est la suivante. D'aucuns pensent que les consultations du chef de l'État n'aboutiraient à rien tant que le chef de l'État ne mettra pas fin au leadership bicéphale avec l'ancien président. Qu'en pensez-vous? Lancé par le chef de l'État, c'est justement pour remettre sur la table l'accord de coalition qui a été signé avec le FCC. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend. Moi, je vous entends 2 sur 5. Okay. Vous m'entendez? Yeah, je vous entends. Yeah. Ma question était la suivante. D'aucuns pensent que les consultations du chef de l'État n'aboutiraient à rien tant que ce dernier gardera toujours le leadership bicéphale avec l'ancien président. Qu'en pensez-vous de ça? Voilà, j'avais déjà commencé à répondre à cette question, malgré les petits problèmes techniques que nous avons. Je disais ceci, que c'est justement la raison pour laquelle le chef de l'État a lancé cet appel à l'union sacrée de la nation. L'union sacrée de la nation, c'est en fait pour remettre sur la table l'accord de coalition qui a été signé par les 2 familles politiques, le FCC et les CACH. Et aujourd'hui, je le répète une fois de plus, on a constaté, un peu comme le chef de l'État lui-même l'a dit dans son discours, qu'il y a beaucoup de blocages. Et ces blocages entraînent justement une sorte de frein au développement, à l'accomplissement des actions, à la matérialisation de la vision du chef de l'État. Et donc, aujourd'hui, quand le chef de l'État lance cet appel aux compatriotes qui voudraient l'accompagner dans cette union sacrée, il regarde d'abord ceux qui peuvent s'afficher par leur patriotisme. Ensuite, à ceux qui, généralement, font de l'opposition républicaine, qui placent les intérêts de la République au-dessus des intérêts personnels. Mais il y a aussi le fait que, et ça c'est très important, que l'opinion nationale et internationale
comprennent cette dimension du problème, c'est que qu'importe l'accord qui a été signé, en politique, un accord, une entente, les ententes et les accords se font et se défont. Et dans le cas d'espèce, l'accord de coalition FCC-Cash, fut-il signé par des hautes personnalités de ces pays, ne peut pas engager la République, ni non plus être placé au-dessus de la Constitution. Cependant, le chef de l'État, lui, face à des difficultés qui ne lui facilitent pas donc d'avoir des coups de franche pour matérialiser sa vision, a décidé de faire appel à ses prérogatives constitutionnelles. Et donc, aujourd'hui, il estime qu'en garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, il devait consulter et, à la fin de ces consultations, prendre des mesures qui s'imposent pour pouvoir aider les institutions à fonctionner normalement. Pouvez-vous imaginer que dans un pays, qu'un Premier ministre puisse saper l'autorité du président de la République? Pouvez-vous imaginer que dans un pays normal, un président du Sénat là, en tout cas, la population que des individus ou des intérêts personnels puissent comme ça provoquer des crocs en jambes afin que le chef de l'État, in fine, puisse voilà, non pas répondre aux besoins de la population via les gouvernements, via d'autres institutions. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, le chef de l'État a pris ces dispositions pour pouvoir voilà, aller de l'avant, mais avec ceux qui voudraient, n'est-ce pas, l'accompagner dans cette vision qu'il a mis de l'avant. Et maintenant, si parmi nos amis des FCC, il y a ceux qui veulent, n'est-ce pas, le rejoindre, la porte n'est pas fermée. Et c'est pourquoi vous avez constaté qu'il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a même des ministres qui aujourd'hui voilà, se présentent au Palais de la Nation parce qu'ils mettent en avant les patriotismes et non pas les intérêts personnels. Merci beaucoup, monsieur. Alors, moi, je voulais poser peut-être une autre question. Honoré? Oui, je voulais poser une question là, par rapport à toutes ces histoires à M. Jean-Pierre. Je voulais demander pourquoi les chefs de l'État n'est pas allé tout droit vers la dissolution de l'Assemblée nationale ou carrément révoquer le Premier ministre puisqu'il en a droit et il a voulu peut-être prendre un temps dans les consultations. Et maintenant, chacun interprète la suite de sa manière. Pourquoi il n'est pas allé tout droit au but en révoquant le Premier ministre ou carrément en supprimant l'Assemblée nationale? Est-ce que le son passe bien entre Kinshasa et les États-Unis? Est-ce que le son passe bien? Honoré, il n'y a pas de connexion entre les États-Unis et Kinshasa. Ça doit être son problème, ça doit être un problème à son niveau, puisqu'à notre niveau, oui, en tout cas à notre niveau, tout est bon. Mais il peut utiliser toujours les sons de WhatsApp. Honoré, Oui, je t'écoute. S'il vous plaît, on peut se concentrer avec vous qui êtes en Australie parce que chez vous, ça passe bien. Ah, ok, d'accord. Ok, alors la question c'est... Ok, d'accord. Oh, oui,
Monsieur Jean-Pierre, la question c'est pourquoi le chef de l'État n'est pas allé tout droit par la dissolution de l'Assemblée nationale ou la révocation du Premier ministre. Il a voulu utiliser la voie de consultation qui prennent du temps et certaines personnes pensent qu'il s'agit de manœuvres dilatoires. Qu'en pensez-vous? Procéder à la dissolution du Parlement. Seulement, voilà, la même constitution. Cette dissolution ne peut avoir son origine que dans une crise qui sévirait entre le gouvernement et le Parlement. Et donc, le président ne peut pas comme ça improviser par une procédure qui n'est pas prévue par la Constitution. Donc, maintenant, je pense que l'opinion de comprendre que la démarche qui a été entreprise par le chef de l'État s'explique et c'est justifié. On essaie de pouvoir consulter et dégager, n'est-ce pas, une identité de l'un des objectifs, comme vous avez dit ici, c'est de pouvoir obtenir une réconfiguration du Parlement du point de vue de la majorité qui va se dégager. Et cette majorité va se dégager sans nécessairement aller en pression, sans nécessairement dissoudre le Parlement. Et donc, on mise sur le fait que aujourd'hui, quels que soient les camps politiques dans lesquels se trouvent et les sénateurs et les députés, indépendance et s'afficher donc dans les cadres de l'union sacrée qui a été appelée par le chef de l'État. Donc, le chef de l'État n'a pas besoin de dissoudre d'emblée le Parlement pour pouvoir obtenir cette majorité. Et dans la même logique, le FCC estime que même après les consultations, le président de la République n'aura aucun moyen de dissoudre l'Assemblée nationale ni de reconfigurer la majorité à l'Assemblée nationale puisque la majorité découle immédiatement des élections. Et sans les élections anticipées, on ne peut plus aujourd'hui requalifier la majorité. Qu'en pensez-vous? N'est pas un parti politique. Le FCC n'est pas non plus un regroupement politique. Le FCC n'est qu'une plateforme électorale qui n'a aucun fondement juridique. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. On vous entend très bien. On vous suit très bien. Non, il y a un petit problème avec, ton micro. Mais je pense Honoré, je pense qu'on prend Kinshasa maintenant par WhatsApp et Denis et toi, vous ne saurez plus poser de questions. Parce que les appels passent maintenant par mon téléphone. Oui, puisque je l'entends un peu à partir de ton téléphone, un tout petit peu. Si tu peux l'appeler, comme ça, on va le prendre sur WhatsApp. Ça passait très bien. Tu veux qu'on essaye de rappeler? Oui.
On essaie d'appeler comment? Honoré, quelle est ta solution? Peut-être on essaye de l'appeler par WhatsApp. Ça peut aller? C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'étais en train de faire, sauf que comme on n'est pas dans un même studio, Denis et toi, vous ne pouvez plus lui poser des questions. Est-ce que quand il me parle, vous les suivez? Oui, quand il parle là, la première fois quand tu l'as appelé, ça passait très bien. Oui. Ou carrément, vous laissez vous terminer l'émission alors. Il y a pour finir l'émission, je crois. Oui, vous ne pouvez plus, vous deux, vous ne pouvez plus poser des questions. Parce que si on va par WhatsApp, vous deux, vous ne pouvez plus. Question de sauver l'émission. Tu peux poser les questions seul. Et puis après, on va revoir le système que nous avons. Et enfin, tu peux poser des questions. On va couper toutes ces parties et puis on va désannoncer. Ouais. OK. Alors, chers internautes, vous qui nous suivez, vous allez pouvoir nous excuser puisque la technique n'est pas dans notre camp aujourd'hui. Ce sont des aléas qui arrivent lorsqu'on fait ce genre d'émission en live. Alors, mes partenaires de Inus 24, Denis Kayenge en Australie et Honoré Kabongo aux États-Unis ne pourront pas continuer à poser des questions avec Grand Journal, tout simplement puisque la connexion fait défaut et je vais continuer cette émission seul, malheureusement. Donc, on va voir prochainement comment on va réorganiser la situation, puisque j'espère que ce n'est qu'une première rencontre avec M. Jean-Pierre Ouafana, directeur de communication du président de la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas la dernière fois. Alors, on poursuit cette émission. Alors, M. Jean-Pierre, que répondez-vous à ceux qui disent que l'exacerbation de cette crise de confiance entre le FCC et CAC s'est exacerbée avec la nomination et l'investiture des 3 juges constitutionnels? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que cette crise autour du contrôle de la Cour constitutionnelle est toujours d'actualité quand on sait que le président de la République a reçu leur serment? C'est comme si on est toujours coupé. Lui, il parle. Lui, il me parle. Allô, Kinshasa? Allô, Kinshasa, vous me suivez? OK. Je pense qu'il faut poser cette question à ceux qui parlent de crise, tout simplement parce que au niveau du chef de l'État, une crise dans la mesure où la nomination de ces juges entre tout à fait normalement dans le cadre de ces prérogatives présidentielles et constitutionnelles. Et vous savez que en ce qui concerne la nomination des membres de cette haute instance judiciaire, le président de la République a son quota, le Parlement a son quota et le Conseil supérieur de la magistrature a également son quota. Et je me demande pourquoi est-ce que le FCC, qui est une composante politique qui n'a même pas d'assises juridiques, peut vouloir s'immiscer dans des affaires qui ne le concernent pas. Le FCC, même s'il est en partenariat politique avec le cash et donc par ricochet le président de la République, ne peut pas prévaloir des droits dont il ne dispose pas. Et donc, il ne peut pas, par conséquent, pas dicter au chef de l'État des nominations ou des noms de personnes qu'il devrait donc désigner au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, la crise dont on parle est une crise tout à fait artificielle qui n'a aucune raison d'être.
Oui, alors, on assiste aussi, une autre question, c'est, on assiste à une espèce de balai diplomatique. Hein. On a vu les évêques de la CENCO qui se sont rendus à Kingakati. Bon, je ne sais pas si ça s'est passé à Kingakati ou dans un autre lieu de Kinshasa, qui sont allés discuter avec l'ancien président. On parle de tractations comme ça entre Kinshasa et Brazzaville. Certaines langues commencent à penser que le président de la République aurait envoyé des émissaires calmer la colère de l'ancien président Joseph Kabila. Est-ce que c'est le cas? Les consultations qui sont en cours, on va tout droit vers des conclusions qui vont lui permettre, n'est-ce pas, d'avoir des coups de hanches pour parvenir aux objectifs qu'il s'est définis. Et donc, faciliter le gouvernement à pouvoir répondre aux besoins de la population. Et avec des personnes qui pensent qu'il est grand temps d'essayer d'éteindre le feu qui est en train de couler sous les cendres et avant qu'il ne soit trop tard. Alors maintenant, quand on regarde la démarche de la CENCO et des évêques qui se sont rendus à Kingakati, j'imagine que cela rentre dans les cadres normal du rôle de l'Église qui veut se mettre au niveau du village. C'est là, je pense, langage que les prélats qui sont allés rencontrer le prédécesseur du chef de l'État, M. Kabila. Et donc, je ne pense pas que c'est là pour des nouvelles stagnations ou d'un nouveau dialogue qui prendrait la forme de ces assises dans lesquelles les gens viendraient, n'est-ce pas, pour éventuellement partager un gâteau. Cela est absolument inadmissible. Il ne faudrait pas que l'opinion dise mort à cette ambition-là. Donc, aujourd'hui, il faut regarder vers les palais de la nation et attendre les conclusions qui vont sortir des consultations que les États avaient. Le FCC dénonce également une tentative de débauchage de ses députés, sénateurs et ministres, et en parlant de la corruption qui aurait été orchestrée par le camp du chef de l'État. Je pense que parler de corruption, de débauchage, pourrait s'apparenter à une insulte à l'endroit de ces personnes qui, de manière tout à fait libre, ont décidé de répondre favorablement à l'invitation du chef de l'État. On ne peut pas, comme ça, par des supputations et des mensonges, essayer d'intoxiquer l'opinion, de la dérouter à des fins tout à fait nébuleuses. Aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a des personnalités qui se sont présentées tout à fait librement au Palais de la Nation et provenant des FCC et des PPRD qui ont clairement dit que c'est par patriotisme qu'ils ont répondu à l'invitation du chef de l'État. Je pense que des personnalités comme Jean-Pierre Liaou, des personnalités comme Logani Sanga, des personnalités comme Pius Mwabidou, des personnalités comme Bahati n'attendraient absolument rien. Donc la présidence en termes de corruption ou pour pouvoir répondre à l'invitation du chef de l'État, que représenterait un montant de $7 000 pour ces personnes qui ont eu le temps de se faire tranquillement de l'argent par leur carrière politique. Et donc, je pense qu'une fois de plus, comme je le disais en introduction, cela est une insulte qu'on puisse justement parler de corruption et de débauchage à l'endroit de ces personnes qui se sont
représenter au Palais de la Nation. Alors, monsieur le directeur des communications du président de la... Je pense que ces personnes qui avancent de telles affirmations, de telles allégations, évidemment, sont habituées à ce genre de comportement, à ce genre d'attitude. On a observé pendant les 18 dernières années comment les choses se sont passées aussi bien au Parlement dans d'autres institutions de la République, a suivi la corruption, justement, le président de la République est en train de combattre, lui qui a mis en place aujourd'hui une agence de lutte contre la corruption et qui aujourd'hui a revigoré l'IGF, l'Inspection générale de finances, qui en fait est en train de traquer ces voleurs de tout acabit qui sont taxés d'avis dans différentes familles politiques qui composent les FCC. Et ça, il faudrait que l'opinion les sache. Et je pense que les Congolais ne sont pas dupes. Ils n'ont pas la mémoire courte après ces 18 années des troubles, des gabegies financières et des mauvaises gestions. Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps oui, de tourner la page, mais aussi de pouvoir rappeler à ces personnes, différentes personnalités qui constituent le blocage aujourd'hui, et que, oui, le président de la République, un peu comme il avait dit, ne va pas fuir, mais la justice, elle, en toute indépendance, va chercher à pouvoir mettre les parrains de ceux qui ont mis la main dans le trésor. Alors, monsieur Jean-Pierre Ouafouana, directeur des communications du président de la République démocratique du Congo, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous présentons des excuses à nos nombreux téléspectateurs à cause des aléas techniques que nous avons encourus au cours de cette émission. Et nous promettons que nous allons faire un effort pour que cette émission se déroule dans de bonnes conditions et que nous vous promettons que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois que monsieur le directeur des communications viendra nous parler. Alors, monsieur Jean-Pierre Ouafouana, je vous laisse conclure cette émission. Allô, oui. Est-ce que vous pouvez, vous avez un dernier message à adresser aux Congolais qui nous suivent de partout, peut-être profiter pour faire un message spécial aux Congolais de la diaspora, qui est la diaspora congolaise, comme vous le savez, qui est très, très plurielle, parce que vous-même, vous êtes à cheval entre l'Afrique, les États-Unis, l'Europe, etc. Est-ce que vous pouvez faire un message spécial aux Congolais de la diaspora et aussi à nos compatriotes qui vivent en République démocratique du Congo? Et ça sera votre conclusion. D'abord, j'aimerais vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir m'exprimer à travers cette émission spéciale. Et donc, mon message consistait justement à appeler nos compatriotes qui sont disséminés à travers le monde à la sérénité et je les invite à faire confiance au leadership du président Tshisekedi et à sa ferme volonté de vouloir apporter un changement dans ce pays après 18 ans de gestion chaotique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a cette ferme volonté de pouvoir remettre le pays sur les rails. Du point de vue diplomatique, on a vu cette offensive qui aujourd'hui redonne la fierté au pays. Au point de vue des libertés d'expression, on a vu qu'il y a des avancées significatives. Du point de vue, n'est-ce pas, de l'indépendance de la justice, on a remarqué que les choses avancent, certes à petits pas, mais de façon très visible. Alors aujourd'hui, le grand défi
un défi, mais qui n'est pas insurmontable, c'est de pouvoir aujourd'hui apporter des solutions aux familles de la ménagère, de pouvoir permettre aux fonctionnaires de vivre de son salaire, de pouvoir, n'est-ce pas, apporter la sécurité sur tout le territoire national, de préserver l'intégrité du territoire. Et c'est ce à quoi le chef de l'État veut s'atteler pour pouvoir ramener la paix et restaurer l'autorité de l'État. Et donc, il faudrait qu'au bout de son mandat, les Congolais puissent, n'est-ce pas, voilà, se rendre compte que le bilan a été positif et le chef de l'État compte y travailler de façon très sérieuse. Et donc, j'appelle les compatriotes qui sont aussi bien ici qu'à l'extérieur du pays à faire confiance à son excellence, M. le Président Félix Antoine Tshisekedi, qui, en tout cas, a la ferme volonté de pouvoir changer la donne ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez promettre que, puisque nous sommes à mi-parcours des consultations, est-ce que vous pouvez promettre à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde que vous reviendrez dans cette émission à la fin de consultations pour que nous puissions faire un bilan définitif, monsieur le directeur de communication? Si la technique nous le permet, je me mettrai à votre disposition. Nous allons prendre toutes les conditions qui s'imposent pour améliorer la technique afin d'avoir monsieur Jean-Pierre Ouafouana, directeur de communication du président de la République démocratique du Congo, à la fin des consultations pour que nous puissions dresser avec lui les bilans définitifs de ces rendez-vous nationaux organisés par le président de la République, dont la particularité a été de parler à tout le monde. Donc, le président de la République a donné, a logé à la même enseigne l'ensemble de couches vives de la population congolaise. Les ministres, les députés, les sénateurs ont été logés à la même enseigne que les personnes, les catégories qui ont toujours été considérées comme défavorisées de notre population. C'est une grande innovation. Et je dis merci à Denis Kayenge de Inews 24, un média basé à Melbourne, en Australie. Je dis également merci à Sylvie Moussambi de Grand Journal et Honoré Kabongo de Mosaïque Télévision aux États-Unis. Honoré Kabongo qui ménage, qui n'a lésiné sur aucun moyen, y compris sur son sommeil, pour rendre opérationnelle cette émission malgré des problèmes techniques que nous avons rencontrés. Alors, bonsoir et bonne journée selon les horaires, selon les décalages horaires des uns et des autres. Et monsieur le directeur des communications du président de la République, Jean-Pierre Ouafouana, portez-vous bien à Kinshasa et à bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir.